sur Europe 1. Après le budget, les droits de douane et le pouvoir d'achat des Français, on poursuit cette émission, toujours avec Éric Revel et Sébastien Ligné. Et vient de nous rejoindre en studio Sarah Doraghi, journaliste, puisqu'on va aborder maintenant la question de l'Iran. Et la situation en Iran est évidemment dramatique. La question est de savoir à quel point le régime islamique iranien a réprimé son peuple par le sang et par les larmes. Aujourd'hui, difficile d'apporter des recensements précis. Les fourchettes sont vertigineuses. Les autorités, les premières ONG parlaient de 3000 morts. D'autres vont jusqu'à 25 000 personnes qui ont été tuées, des dizaines de milliers d'Iraniens arrêtés. Je vous propose qu'on écoute attentivement le sujet de Pauline Trefzer, qui revient sur les dernières déclarations, et notamment celle de l'ayatollah Khamenei, qui considère que le responsable s'appelle Donald Trump et qu'il faut briser le dos des séditieux. Voilà le discours du guide suprême iranien. Des morgues à ciel ouvert, des milliers de morts iraniens tués après la répression d'une vague de manifestations contre le régime islamique. L'ayatollah Ali Khamenei s'est exprimé sur le sort de ses victimes, imputant à Donald Trump la responsabilité de ces exécutions. Par la grâce de Dieu, la nation iranienne doit briser le dos des séditieux, tout comme elle a brisé le dos de la sédition. Le président américain lui-même a pris part à la sédition. Il a pris la parole, fait des commentaires, proféré des menaces et encouragé les séditieux. Nous tenons le président américain pour responsable des pertes humaines, des dommages et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne. De lourdes menaces, alors que la Maison-Blanche affirmait que les exécutions devaient prendre fin. Le guide suprême accuse également le gouvernement américain d'un complot, d'être à l'origine de ces manifestations défiant ouvertement la République islamique. Il était clair que ce sont les Américains qui ont planifié et agi. L'objectif des États-Unis, je le dis avec plus de 40 ans d'expérience, est d'avaler l'Iran. Ces menaces pourraient-elles déclencher l'intervention des forces armées américaines envisagée par Donald Trump? Pour l'heure, le président américain n'a pas encore réagi. Sarah Doraghi est avec nous. Merci d'être présente, chère Sarah Doraghi. Vous êtes journaliste. Vous connaissez évidemment très bien la situation sur place et la situation évidemment pour le peuple iranien depuis 47 ans aux mains de la République islamique iranienne. Qu'est-ce qu'on peut dire à 12h33 ce dimanche aux auditeurs d'Europe 1 sur la répression sanglante du régime iranien? Je vous remercie. Alors d'abord, je pense que quand on parle de chiffres et de recensement, très sérieusement et très sincèrement, entre 1000 et 30 000, même un mort, c'est trop. Donc Vous en avez fait, entièrement raison. on ne peut pas atteindre un chiffre en se disant « Ah, là, il faut intervenir parce que là, c'est trop ». Je suis 100 fois d'accord avec vous, mais c'est pour ça que depuis le début d'ailleurs de la révolte du peuple iranien, je le dis à chaque fois, je suis extrêmement prudent et par respect aussi pour les victimes, je ne donne pas ou très rarement les chiffres qui sont présentés soit par les ONG qui peut-être ont trop peu d'informations, et encore moins par les autorités, tant on le sait qu'elles elles peuvent apporter des informations qui sont à des très loin, très éloignées de la réalité. C'est vrai. Alors nous avons l'habitude en Iran de se dire que quand on a des chiffres qui sortent, il faut les multiplier par 5. De façon générale. Et là où il avait raison pour une fois, l'ayatollah Khamenei qu'on vient d'entendre, il a raison, il a une expérience de plus de 40 ans, mais son expérience de plus de 40 ans, c'est dans le mensonge, c'est dans la tuerie, c'est dans la barbarie, c'est dans l'indicible. On a une expression en France qui convient parfaitement, c'est au-delà de l'entendement. À partir du moment où c'est au-delà de l'entendement, on n'arrive pas à faire bouger et à attirer l'attention du monde entier, parce que c'est tellement de violence, c'est tellement de cadavres, c'est tellement de morts et de sang, que le cerveau humain normalement constitué ne peut pas se dire que ça existe. Ces dernières heures, que sait-on? Parce qu'on sait que les connexions Internet ont été coupées. Il est très difficile, j'imagine qu'il est très difficile pour vous aujourd'hui d'avoir des liens. Peut-être que vous avez des proches ou des amis qui sont encore sur place. Comme tout le monde, on a des proches, on a des amis. Et un Iranien, il y a eu un très joli post qui disait à la question est-ce que vous avez de la famille là-bas? Oui, 92 millions. Donc je pense que si on devait imaginer, et je ne souhaite pas l'imaginer, mais si la France est dans un tel état et qu'on vous demandait est-ce que vous avez de la famille là-bas, vous répondriez la même chose. Et je répondrais aussi la même chose.
chose. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est Internet est coupé, mais ça c'est à la rigueur avec le monde extérieur. Et heureusement, de temps en temps, il y a quand même des images et des audios et des textes qui fuitent. Mais c'est aussi ce qui est terrible, c'est qu'à l'intérieur aussi, tout est coupé. À l'intérieur, les téléphones fixes, les téléphones portables sont coupés. Donc, les familles entre elles, les enfants, les parents n'arrivent pas à se donner des nouvelles. Il y a une chose qui est formidable sur la chaîne iranienne d'extérieur qui s'appelle Iran International. Ils ont laissé vraiment toute la partie des sous-titres et des bandeaux pour que les parents, les enfants de l'extérieur et de l'intérieur puissent se donner des nouvelles. Donc il y a un QR code, il y a encore les satellites qui fonctionnent, et grâce à ces satellites, l'Iran reçoit cette chaîne, et donc les parents et les enfants communiquent à travers les bandeaux pour se dire « j'espère que vous allez bien, nous on va bien », et c'est comme ça qu'on sait qu'on est encore vivant. Sarah Doraghi est avec nous, vous êtes journaliste. La dernière fois que vous avez mis les pieds en Iran, c'était il y a combien de temps? C'était un an avant Mahsa Amini, la mort de Mahsa Amini. Donc 2020, c'était il y a 3 ans, Mahsa. 2021, ouais. Pourquoi je vous pose cette question? Je voudrais qu'on revienne et également avec vous sur ces dernières heures. La semaine dernière, à la même heure, on recevait l'une des militantes du collectif Femmes Azadi, et d'ailleurs qui a été ce collectif lancé au moment de la mort de Mahsa Amini. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas Mahsa Amini, c'est cette jeune femme qui avait le malheur en Iran de mal porter son voile. Elle avait été arrêtée et tuée, enfin elle est morte après cette arrestation, et s'en est suivi une grande mobilisation du peuple iranien et des femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté depuis maintenant des années, au péril parfois de leur vie. La semaine dernière, à la même heure, on avait l'impression qu'on touchait du doigt finalement un renversement du régime des mollahs. Est-ce que aujourd'hui cette perspective s'est pas un peu éloignée? Elle s'est peut-être éloignée, mais elle est toujours là. C'est-à-dire qu'on est dans une souffrance, le peuple iranien d'intérieur et d'extérieur, tout le monde, quels que soient les mouvements, les pensées et les idées, tout le monde est dans une souffrance absolue, mais dans un comment dire, très optimiste. On est dans un optimisme comme jamais ça a été le cas. On sait que c'est la fin de ce régime, de toute façon. Après, sur ce chemin de liberté, je vous cache pas qu'on a des dos d'âne, on a des ralentisseurs. Et tous ceux qui viennent aujourd'hui dire « Ah oui, mais alors Reza Pahlavi, est-ce qu'il a le charisme finalement? Est-ce que c'est pas le fils de son père ?» Il est le fils de son père, mais il a 65 ans, il est grand-père. Et surtout, j'invite vraiment ceux qui critiquent aujourd'hui Reza Pahlavi, où ils disent que ça pourrait ne pas être un bon leader, à aller lire son projet. Et puis si, on a d'autres qui ont des projets qui ne n'hésitent pas. En tout cas, ce qu'il promet, c'est une politique de transition jusqu'à ce que les Iraniens puissent voter eux-mêmes. Reza Pahlavi, qui est donc le fils du Shah d'Iran, qui était exilé depuis maintenant 47 ans et qui se mobilise notamment sur les réseaux sociaux, visiblement travaille et coopère, c'est ce que me disait Emmanuel Razavi, grand reporter, écrivain notamment, et qui a écrit La pieuvre de Téhéran, expliquait que effectivement il avait des dizaines de conseillers autour de lui pour préparer cette transition, si transition il y avait. Mais permettez-moi de mettre de côté la possibilité d'avoir telle ou telle personne à la place du régime des mollahs. La question qu'on doit se poser aussi, c'est le silence médiatique, parfois le malaise politique, quoique c'est en train un tout petit peu de bouger. En revanche, il y a un silence qui est assourdissant, c'est le monde culturel. Je ne sais pas si vous avez lu la tribune d'Eli Chouraki, dans les colonnes du JDD, Eli Chouraki, réalisateur, producteur, qui interpelle ce monde de la culture, bien silencieux sur la question de la révolution iranienne, monde qui était ô combien bruyant pour dénoncer ce qui se passait dans cette guerre qui n'est toujours pas terminée contre les terroristes du Hamas. Alors oui, je pense qu'il y a une sorte de fibre féministe dans le monde culturel, et tant que la révolution iranienne après Mahsa Amini s'appelait Femmes, Vie, Liberté, ça leur allait. Donc c'était... Alors je parle pas de tous les artistes, parce qu'il y a vraiment des artistes qui sont aussi présents, notamment Isabelle Adjani. Mais je parle aussi de ces artistes qui étaient très à l'aise pour dire oui, Femmes, Vie, Liberté, c'était magnifique. Mais à partir du moment où il y a eu le 7 octobre, et donc tout d'un coup il a fallu diviser la population française en disant t'es pour, parce que c'était aussi ridicule que ça. Si tu penses que le 7 octobre était un génocide, donc
ça veut dire que tu veux que des enfants palestiniens meurent, ce qui est énorme de bêtises, quoi. Donc à partir du moment où ils ont dit ah là là c'est terrible, en fait il faut soutenir Free Palestine, c'est comme si ça revenait à dire que finalement on ne pouvait pas soutenir le peuple iranien. Pourquoi ? Parce que le peuple iranien se bat contre l'islamisme. Et donc, tout ce qui touche à l'islam est confondu avec l'islamisme, avec les musulmans. Je tiens quand même à dire que ce qui s'est passé en Iran, il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre les musulmans dans le même sac que les islamistes, parce que précisément, c'est le combat de musulmans contre des islamistes. Donc ce n'est pas un combat contre les musulmans. Et il faut comprendre ça. Ensuite, cette révolution-là n'est pas qu'une révolution. La révolution Femmes, Vie, Liberté a commencé avec Mahsa Amini, mais c'est aussi une évolution. Parce que c'est Femmes, Vie, Liberté, mais c'est aussi Hommes, Vie, Liberté. C'est aussi Iran, Vie, Liberté. C'est aussi Jeunes, Vie, Liberté. En fait, ils ne sont pas sexistes dans la boucherie de ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est le peuple entier qui veut la chute du régime et qui a choisi, il se trouve, Reza Pahlavi. S'il y en a d'autres qui ont entendu d'autres noms, qu'ils n'hésitent pas à le dire. Sarah Doraghi est avec nous, donc journaliste spécialiste évidemment de l'Iran. Je peux vous présenter comme franco-iranienne ? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Je suis franco-iranienne. Non, parce que vous pouvez avoir des origines iraniennes sans forcément être franco-iranienne. Je suis franco-iranienne et très fière de l'être. Eh ben, écoutez, c'est très bien de le préciser sur l'antenne d'Europe 1. Sébastien Ligné, Éric Revel, sur la situation en Iran, sur cette révolution du peuple iranien, un peuple ô combien courageux, une civilisation extraordinaire, une population très jeune, je crois que c'est 32 ans la moyenne d'âge actuellement en Iran, qui est réprimée par le sang, par les larmes. J'ai entendu ce matin sur France Inter l'ambassadeur de la République islamique d'Iran venir sur le studio de France Inter pour expliquer que aujourd'hui, les personnes qui ont été tuées, ce sont les terroristes, bien sûr, ce sont les séditieux à qui il faut briser le dos. Sébastien Ligné. Vous avez raison de parler des milieux culturels français et d'une manière générale de la gauche culturelle française qui, hélas, sur la question iranienne notamment, a toujours choisi le mauvais camp en réalité. Oui. Et quand il a fallu accueillir Khomeini, la France était ravie de l'accueillir jusqu'à Monsieur Giscard d'Estaing et toute la grande gauche intellectuelle française allait baiser la babouche de Monsieur Khomeini en expliquant que c'était un génie et qu'il allait remettre la démocratie en Iran. On a vu le résultat. Mais plus globalement, quand vous regardez en réalité, vous parlez du 7 octobre et vous avez raison, notamment depuis le 7 octobre, on voit bien que la gauche culturelle française choisit ses combats. C'est-à-dire qu'on les entend en effet beaucoup sur le 7 octobre, on les entend beaucoup sur le conflit israélo-palestinien. Étrangement, on les entend beaucoup moins sur le Soudan. On les entend beaucoup moins sur le Yémen. On les entend beaucoup moins sur les Ouïghours en Chine. C'est curieux. Pourquoi cette gauche qui se prétend en permanence humaniste, féministe, qui défend les grands combats, choisit ces combats? Pourquoi les féministes de gauche en France ne soutiennent pas les femmes qui tentent de dire stop à l'obligation du voile en Iran? Pourquoi en France, la gauche féministe soutient le voile avec Madame Sandrine Rousseau qui nous explique que c'est un embellissement de la femme, alors qu'à plusieurs milliers de kilomètres, vous avez des femmes qui se font tuer, qui se font torturer, qui se font assassiner parce qu'elles disent simplement « laissez-nous le choix ». Laissez-nous le choix ou non de porter le voile. Bien sûr. Et c'est ça qui est dramatique, c'est la déchéance de la gauche française. Midi 43 sur Europe 1, midi 44 même. Sarah, il y aura une mobilisation ce soir. Oui, cet après-midi à 14h, place Victor Hugo. Je pensais que c'était à 18h. Jusqu'à la place Trocadéro. Absolument. À 14h, à partir de 14h. La semaine dernière, il y avait déjà eu une mobilisation. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très intéressant de suivre ces mobilisations pour le peuple iranien, où l'on voit des drapeaux israéliens, on voit aussi des drapeaux français. Il n'y a pas une casse, il n'y a pas une agression, il n'y a pas un message de haine à l'endroit de la France. Il y a une mobilisation sereine qui appelle et qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est la liberté du peuple iranien. Exactement. Et si je peux juste dire une chose, c'est que ceux qui utilisent le droit international comme bouclier se trompent de combat. Aujourd'hui, les Iraniens ont besoin d'une intervention, ils ont besoin d'une aide extérieure. Ceux qui ne reconnaissent pas ça ne veulent pas que le régime tombe. Midi 44 sur Europe 1, on revient dans un instant. Merci d'être venu nous voir et témoigner pour parler de la situation en Iran.